Docteur Mukwege, les questions que je viens vous poser, c'est suite à la conférence, à la rencontre avec la diaspora congolaise à Paris. Je voudrais qu'on revienne sur 3 points seulement. On va commencer par ce qui est notre domaine de prédilection dans Lady vous écoute, hein, l'émission des droits des femmes. Vous avez parlé de votre travail, vous êtes connu et reconnu, je le disais tout à l'heure, par le grand public, notamment par rapport à cet aspect-là. Aujourd'hui, que sont les femmes en droit d'attendre de vous, bien plus que ce que vous avez déjà fait? Il y a la partie qui est celle du docteur, mais y a-t-il autre chose qui se profile? En effet, je crois que ma démarche, elle est une démarche qui est guidée par les conséquences de ce que je fais. Je suis gynécologue obstétricien, donc je commençais à prendre les femmes en charge, les femmes victimes de violences sexuelles. Mais assez rapidement, je m'étais rendu compte que ces femmes ont de gros problèmes psychologiques et que les soigner physiquement, ça ne suffisait pas. Donc, dans l'hôpital aujourd'hui, j'ai des psychologues qui travaillent avec pratiquement toutes les victimes pour pouvoir faire donc un diagnostic et proposer une thérapie adaptée à chaque patiente. Ça, c'est les deux piliers que nous pouvons faire à l'hôpital. Mais lorsque quelqu'un guérit physiquement, mentalement, il va bien. Le grand problème, c'est qu'il faut la réinsérer dans une communauté. Et pour être réinséré dans une communauté, la première règle, malheureusement, c'est qu'il faut être autonome. Il faut que la communauté ait un intérêt par rapport à vous, puisque souvent, ce sont des femmes qui sont exclues de leur communauté, qui sont donc exclues même par leur famille. Et nous avions mis en place un programme d'assistance socio-économique donc qui permet aux femmes d'avoir un profil économique. Et ça peut être le retour à l'éducation ou alors leur donner des microcrédits pour qu'elles soient capables de commencer une activité génératrice de revenus. Et avec ça, nous avions constaté que les femmes s'en sortaient très très bien. Et elles devenaient, en fait, il y a beaucoup qui ont créé leur propre entreprise, qui ont fait des études universitaires, et donc elles avaient vraiment une force. Et quand elles ont cette force-là, et qu'elles comprennent finalement que les gens qui les repoussaient hier, ce sont les gens qui viennent vers elles pour avoir leur service, elles deviennent importantes. Il est vrai que la question qui se pose, mais pourquoi moi? Pourquoi ça m'est arrivé à moi? Pourquoi la personne qui m'a violé, je continue à la voir circuler librement? Et là, c'est le quatrième pilier, c'est la justice. Donc, nous avons une équipe de juristes et des avocats qui accompagnent ces femmes devant les cours et tribunaux lorsqu'elles sentent qu'elles sont capables, elles veulent avoir la justice. Et je pense que la guérison, en fait, de ces femmes, c'est tout à fait un processus. C'est ce sentiment de sentir que j'ai été victime d'une injustice, mais que la communauté, la justice a reconnu et que la personne a été condamnée. Souvent, ces femmes ne reçoivent rien en termes de réparation, mais c'est tout simplement une restauration morale où elles sentent que oui, effectivement, il m'a fait un tort et il a reconnu, il a été condamné pour ce qu'il a fait. Donc c'est un processus. Mais ce processus ne s'arrête pas là. C'est pour cette raison que je suis ici à Paris aujourd'hui. C'est que lorsque vous soignez pendant une année, 2 ans, 10 ans, c'est en train de soigner d'abord les victimes, après vous soignez les enfants des victimes. Et quand j'ai commencé à soigner les petits-enfants des victimes, là j'ai compris que c'est un cercle vicieux qui ne se termine pas. Donc tout de suite dans la conférence, j'avais dit la chose que moi je déteste, c'est la violence, puisque la violence ne peut engendrer que la violence. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai compris que le bloc opératoire n'était pas la seule solution. Donc s'occuper des conséquences, c'est bien, c'est une urgence, il faut le faire, mais il faut savoir aussi s'occuper des causes. Et la cause de ces violences, c'est l'insécurité, c'est l'absence de paix, c'est l'absence de l'état de droit. Et voilà ce qui explique ma campagne sur le plan national et international pour que, en fait, le problème soit taclé de deux côtés, donc sur les conséquences, mais aussi sur les causes.
cause. Tout est donc éminemment politique. La médecine est quelque part politique parce que quand on veut du bien social, on va aller au-delà du bien-être physiologique. Est-ce que, vous l'avez entendu dans les questions de vos compatriotes, il y a une pression, il y a une attente en votre endroit. Peut-on reformuler cela pour celles des personnes qui vont vous entendre au travers de cette interview? Concrètement, est-ce que le docteur Mukwege passe en politique, rentre en politique? Je suis un citoyen engagé, je crois que je l'ai dit clairement. Tout homme est politique, disait Aristote, donc un citoyen, c'est quelqu'un qui gère la cité, qui s'occupe du bien de sa cité. Et comme vous l'avez très bien dit, vous ne pouvez pas dire je suis médecin, mais je ne m'occupe pas de la politique de santé. Au moins. Ça serait complètement être à côté. Parce que bon, mais quand vous soignez les malades, bon, ben, ce sont des malades, mais vous devez savoir comment ces malades vont payer leurs soins. Il faut faire l'accessibilité aux soins de santé. Donc je pense qu'il y a un contexte social qui ne peut se gérer que par la définition globale de politique. Mais en fait, ce que je ne suis pas un politicien. Et là, je suis clair. Je crois que je ne passe pas ma vie à me battre pour devenir quelque chose. Je suis ce que je suis satisfait, je suis content. Et donc, je peux jouer un rôle, mais je ne suis pas politicien. Ma vie, je ne la passe pas à chercher des positionnements. Et ça, c'est une grande différence qu'il faut faire entre un homme d'État et un homme, par exemple, un politicien. Et ça, je crois que parfois la différence n'est pas faite. Et quand vous faites un plaidoyer pour en fait une cause juste, ce n'est pas forcément pour que vous puissiez accéder à un poste politique. Alors, ce qui différencie des politiciens, des hommes politiques, comme vous les appelez, qui passent toute leur vie à se battre pour être positionnés. On va parler de la population, autant de la diaspora congolaise que de la population locale. Vous évoquiez tout à l'heure, vous regrettiez tout à l'heure qu'il y ait ce culte de la personnalité. Pensez-vous que la personne du docteur Denis Mukwege va pouvoir échapper à cet engouement, cette cristallisation de tous les espoirs sur sa personne, bien plus que sur la vision qui est la sienne? Ben, je crois que si vous m'avez suivi, j'ai insisté sur le fait que j'espère que leur présence ici, ce n'est pas pour les docteurs Mukwege, mais c'est pour en fait un idéal que nous défendons ensemble. Et je crois que la diaspora congolaise peut comprendre. Moi, je veux que les gens adhèrent à un idéal. Et si on adhère à un idéal, on se bat pour cet idéal. On accepte des sacrifices pour cet idéal. Et je crois que l'idéal, on peut porter l'idéal toute sa vie, même si le docteur Mukwege n'est pas là. Et c'est ça la différence. Je crois qu'il faut s'inscrire dans le temps. Et s'inscrire dans le temps, c'est savoir qu'est-ce que la diaspora veut par rapport à son pays. Quel type de pays la diaspora veut voir émerger au Congo. Quel type de citoyens congolais la diaspora veut voir. Et ça, je crois que une fois qu'on adhère à l'idéal, moi j'ai un idéal et je pense qu'il faut avoir des valeurs. Et les valeurs, c'est pas un culte de personnalité, il faut avoir des valeurs. Les jours où je cesse d'être intègre, moi je pense que l'intégrité morale, c'est une valeur pour moi qui me permet de fréquenter ou de ne pas fréquenter quelqu'un. Parce que je considère qu'il faut que ça soit clair. Cette alternance ne peut en fait se construire que sur la volonté de répondre aux aspirations du peuple. Je crois que le peuple doit s'exprimer. Moi j'ai toujours pensé qu'un leader, c'est pas quelqu'un qui s'autoproclame leader, c'est quelqu'un qui répond aux aspirations du peuple et que c'est le peuple qui les déclare leaders. Et à ce moment-là, s'il les déclare leaders, c'est puisque ces leaders portent les aspirations de ce peuple. Et les aspirations du peuple congolais aujourd'hui, je crois que c'est plus que clair. C'est un peuple qui veut regagner la dignité perdue. C'est un peuple qui vit dans l'humiliation totale et que c'est un peuple qui sait qu'il a des potentialités énormes, que ce soit matérielles ou des potentialités
potentialités humaines, mais malheureusement, ces potentialités-là ne servent pas les pays et ne servent même pas ces peuples. Donc, je crois qu'il faudrait que ça soit clair. Il n'y a pas de formule. La formule doit partir de la base. Et ça, c'est les changements radicaux que moi, je souhaiterais voir dans mon pays. Donner la voix au peuple. Et ce n'est pas des gens qui viennent puisqu'ils sont riches, puisqu'ils pensent qu'ils sont investis d'un pouvoir qui viennent imposer leur pouvoir au peuple. Finalement, ce marchandage-là a tué l'Afrique, où les gens ils viennent, ils distribuent des cacahuètes. Après, ils pensent qu'ils ont le droit de traiter le peuple comme ils veulent. Mais lorsqu'on peut aller dans le sens inverse, c'est le peuple qui décide. Ça veut dire qu'il vous donne un mandat. Et là, ils vont sanctionner, puisque bon, vous ne leur avez rien donné. Ils vous ont fait confiance, ils vous ont placé, et ils ont le droit de demander une certaine redevabilité. Alors que si je vends ma maison, comme nous voyons à Kinshasa, les gens vendent leur maison pour être députés. Après, si j'ai vendu ma maison pour être député, si je deviens député ou ministre, bon, je crois que je n'ai plus de compte à rendre à la population à qui j'ai distribué l'argent, donc la vente de ma maison. Il faut que je construise une autre. Et c'est ça qui tue notre système politique. Il faut créer un système de redevabilité. Et ça ne peut pas se faire si, en fait, les choses ne se construisent pas à la base. Alors, dernière question sur la communauté internationale. Tout de même, on entend le son de cloche de la diaspora, on entend le Congolais que vous êtes, mais tout cela ne peut pas faire abstraction d'une réalité ambiante. La communauté internationale dans tout cela, pourquoi ne perçoit-elle pas ce qui finalement est pertinent au regard de ce que vous dites? La communauté internationale, je crois qu'elle suivra quand nous, on tracera les chemins à suivre. C'est là où je crois que beaucoup font de mauvaises analyses, puisqu'ils pensent que la communauté internationale viendra construire l'Afrique. Jamais, madame. Je pense qu'il faut que nous, les Africains, nous puissions prendre la responsabilité de définir, de dire ce que nous voulons, que nous le fassions avec conviction, et les amis qui viendront nous aider, ils viendront nous aider sur un schéma que nous avons tracé. Mais si nous nous attendons à ce qu'ils le fassent, ils vont le faire à leur manière. Et s'ils le font à leur manière, malheureusement, ça ne sera pas toujours pour l'intérêt de l'Afrique. Aujourd'hui, je vous ai donné l'exemple pendant la conférence, je ne peux pas comprendre qu'on puisse continuer à dépenser plus d'1 milliard de dollars pour soutenir la force des Nations Unies, alors qu'avec cette somme, on peut imposer les élections et les avoir. Mais ça fait combien d'années plus? Nous tendons vers 20 ans. Et je crois que si nous ne dit pas non, et qu'on montre comment on va se comporter, la communauté internationale peut nous accompagner dans ce que nous faisons, mais nous ne pouvons pas demander à la communauté internationale de venir construire les systèmes de gouvernance en Afrique. Au mépris de ses propres intérêts parfois. Hein? Au mépris de ses propres intérêts à la communauté internationale. Je crois que cette communauté internationale, moi je me pose vraiment la question comment nous la prenons. Souvent, on a besoin d'une coopération internationale. Nous dépendons d'eux, mais eux aussi dépendent de nous pour beaucoup de choses. Il faut que cette coopération soit une coopération beaucoup plus gagnante qu'une coopération dans une direction. Et qui va dicter ça? Si les Africains ne se prennent pas en charge. Ils ne se prennent pas en charge, je crois qu'il n'y a personne. Et je crois qu'aujourd'hui, en ce qui concerne les Congolais, les jours où les Congolais vont s'organiser, je vous assure, madame, la communauté internationale va les accompagner. Mais tant qu'ils sont divisés, vous voulez qu'ils viennent vous mettre autour d'une table, ils l'ont déjà fait 10 fois et 10 fois pour vous disputer. Je pense que nous avons une responsabilité historique de pouvoir dire le Congo, l'Afrique, nous devons nous prendre en charge. Et ceux qui vont nous accompagner sur une idéologie que nous pensons que c'est ça qu'il faut pour l'Afrique, et pas le contraire. Que pensez-vous que le monde des hommes puisse comprendre, entendre de la voix de cet homme qui lui répare les femmes quant à la question du viol? Que pensez-vous qu'il faille dire
qui percute? Je crois que c'est une question qui est très complexe. Et je crois qu'il y a beaucoup de non-dits. Il y a des culpabilisations de la part des hommes. Et donc même les hommes qui sont sensibles, parfois vous avez l'impression qu'ils veulent tout simplement escamoter, échapper cette question, alors que c'est une question qui est très très importante. Je crois que nous ne pouvons pas continuer, nous ne pouvons même pas concevoir un monde, l'Afrique qui continue, le Congo qui se développe, si on ne donne pas aux femmes la possibilité, leur donner leur droit d'être des actrices à part entière de la société. Et je crois que malheureusement, j'ai l'impression que lorsqu'on parle de la question de la violence, il y a ce qui se culpabilise. Et je pense que Einstein disait que ce n'est pas en fait les mauvais qui peuvent détruire le monde, mais c'est là qui voient le mal et qui ne dénoncent pas. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'hommes qui ne commettent pas qui ne sont pas violents, qui sont câlins, qui aiment leurs femmes, qui aiment leurs enfants, qui respectent les enfants des autres et qui n'ont jamais commis des violences liées au genre. Ces hommes-là, malheureusement, ils ne s'expriment pas. Et je crois que c'est eux qui sont dangereux. Il faut absolument que les hommes non violents puissent prendre parole, puissent prendre position. Et je crois que si on a des athlètes, des politiques, des vedettes du cinéma qui peuvent prendre parole publiquement pour montrer qu'ils sont capables de traiter la femme d'égal à égal et que ça ne diminue rien, au contraire, ça les élève, ça peut être une culture. Merci, docteur Mukwege. J'ai une question, docteur Mukwege. Vous avez dit que vous étiez sous la protection des Nations Unies, l'ONU. Que pensez Kabila par rapport à ça? Dès que vous avez commencé vos actions, est-ce que vous avez une langue avec le président? Je crois que j'ai pu le rencontrer peut-être une ou deux fois, mais je crois que c'est une question qui n'intéresse pas. Tout le monde en parle, sauf le Congo. Le Congo, quand il parle de la question de la violence, c'est pour dire que ça n'existait pas. Et moi, je me pose la question, toutes les petites filles de 12 mois que j'opère avec des périnées complètement éclatées, en fait, moi, je n'avais jamais vu ça avant que je sois dans cette situation de crise. Moi, je pense qu'il y a une culture de déni total de ce qui est en train de se passer. Et ça, c'est un gros problème aussi du Congo, puisque bon, quand on parle des millions, moi je n'aime plus parler de ça, parce que je me dis ça me fait très mal quand on voit tous les procès que le monde peut financer et que finalement, lorsqu'on dit qu'il y a des millions de Congolais du monde, il n'y a pas un tribunal pénal pour le Congo, c'est comme si c'était vraiment un fait créé de toutes parts et les gens continuent à mourir. On voit ce qui se passe au Kassai, on découvre tous les jours des fosses communes. Mais malgré le fait qu'on découvre les fosses communes, la réaction, ce n'est pas celle de dire avec ces fosses communes, il faut un tribunal pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans ces pays depuis 20 ans. Vous savez, c'est troublant. C'est très troublant. Je dis c'est troublant parce que on a parfois même l'impression que nous sommes dans un système de justice à double vitesse. Il y a des gens qui sont condamnés. Un des présidents congolais, il est en prison pour des actes posés par la République centrafricaine, mais tout ce qui se passe au Congo, c'est comme si on passe au silence. C'est comme si ceux qui sont partis violés par la République centrafricaine ne venaient pas du Congo. Quand ils étaient au Congo, c'était des petits saints. Vous comprenez que c'est ça les aberrations, c'est ça les aberrations qui permettent en fait de créer un système d'impunité qui pérennise le mal au Congo. Parce que les gens ont l'impression qu'ils peuvent commettre des crimes sans être poursuivis. Docteur, a-t-on une solution à ça ou doit-on attendre que l'arbre tombe tout seul, que le fruit tombe tout seul de l'arbre? Madame, je pense que le fruit, si nous faisons le plaidoyer sur le plan national et international, on n'est pas en expectative, on n'attend pas que le fruit tombe seul, puisque
plus on attend, plus il y a des morts, il y a des enfants qui sont détruits, il y a des conséquences humanitaires incroyables. Vous savez, moi j'ai rencontré des familles qui ont fait 10 ans, ils n'ont jamais passé plus de 6 mois sous un toit. Ils sont toujours en train de se déplacer continuellement. Et quand vous vous déplacez continuellement comme ça, c'est qu'ils sont partis avec 6 enfants. À la fin, c'est la femme qui restait seule, le mari est resté enterré dans un village, un enfant dans un autre village. Le Congo vit un drame que je crois qu'on n'en parle pas suffisamment. Je crois que malheureusement, c'est aux Congolais de prendre la responsabilité. C'est aux Congolais de comprendre que pendant 20 ans, nous avons crié et ça n'a pas apporté des solutions. Et donc, il faut absolument que nous puissions nous prendre en charge. Alors, le Congolais cherche, de ma dernière question, cherche la probité. Derrière cette probité, on voit un homme qui vous aide d'ailleurs, et les gens veulent que vous preniez le flambeau pour aller vers la Constitution. Moi, je ne parle même pas de la Constitution. Prendre le flambeau pour diriger les pays, avoir le manège de pouvoir. Pourquoi vous hésitez à aller vers cette consacration? Je pense que j'ai été vraiment clair dans les définitions. C'est que je suis, à moins que les gens veulent changer, je dis que mon combat, ce n'est pas pour la conquête du pouvoir. Je crois que ça, c'est très clair. Il y a des gens qui passent leur vie à se battre pour être ministre, pour être député, pour être président de la République. Ça, ce n'est pas mon combat. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, le combat où, je l'ai très très bien dit, je me bats pour la liberté, pour la justice, je me bats pour la dignité de la femme congolaise et de l'homme congolais en général. Et je pense que ça, pour moi, c'est le leitmotiv de tout mon combat. Et ça n'a rien à voir avec toutes les propositions que certaines personnes peuvent faire dans ce sens de pouvoir. Et je crois que j'ai été plus que clair dans mes explications. Aujourd'hui, j'ai dit, je suis médecin, je suis un citoyen engagé. Et comme citoyen engagé, je ne peux pas voir ma cité en train d'être détruite et ne rien faire. Le changement au Congo passe par la diaspora. Aujourd'hui, vraiment, je fais confiance à la diaspora. Pourquoi? Puisque je crois qu'ils ont l'instruction, ils ont l'information et ils ont des compétences. Aujourd'hui, le système d'éducation chez nous a été complètement détruit. Je pense que lorsque vous privez à un peuple l'éducation, c'est la meilleure façon de les détruire. Et on peut très bien voir que les écoles ont été tout simplement détruites. Et si vous allez compter aux gens qu'on a mis dans un système les empêchant de connaître leurs droits, de savoir réclamer leurs droits, ça sera difficile. Et heureusement que nous avons cette diaspora qui est importante, qui se compte en millions. Je crois que leur mobilisation peut éveiller en fait le reste de la population pour se dire mais c'est pas normal la situation que nous vivons. Et ça, moi, je crois qu'ils ont une responsabilité. Ils veulent que je porte un idéal, mais je crois que c'est à eux d'abord de s'organiser avant que cet idéal soit porté par une personne. Et je suis très content de voir cette organisation. Et tout le monde avait peur que, qu'est-ce qui doit se passer à Paris? Mais je pense que ça s'est passé comme des citoyens civilisés qui posent des questions, qui montrent leurs émotions, qui s'expriment avec leur cœur. Et ça, c'est le début d'éveil de conscience. Moi, je pense que j'ai dit, il faut vraiment que ça continue, puisque c'est ça qui a sauvé les autres pays qui étaient en difficulté. Dernière question. D'après vous, il faudra combien d'heures d'opération, combien d'années peut-être encore avant ce changement? Vous savez, hein, moi je suis de nature peut-être très optimiste. Parce que je considère qu'au Congo, nous avions été gâtés.
gâtés par la nature. Au Congo, nous sommes 80 millions d'habitants. Au Congo, peut-être 0 ou 1% de notre population, un peu plus, se trouve aux États-Unis, au Japon, partout dans le monde. Donc tous les ingrédients sont là. Il faut un déclencheur. Et si ça se déclenche, je suis sûr que le monde entier va être épaté de ce que les Congolais peuvent faire. Dans la salle ici, il y avait des professeurs d'université, des droits, d'économie, des électromécaniciens, des médecins. Il y a des colonels qui m'ont salué, spécialistes de sécurité. Et toutes ces compétences, malheureusement, parfois, sont sous-utilisées dans les pays où ces Congolais se trouvent. Et imaginez-vous si on leur ouvre la porte et qu'ils prennent cette conscience que je vais chez moi, je pars avec l'esprit d'intégrité morale, je vais travailler pour mon pays, d'abord mon pays, et moi je viens après. Le miracle, il ne faut pas attendre 10 ans, madame. Merci, docteur.